Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour me donner l'opportunité de vous raconter un petit peu de mathématiques. Alors, il y a plusieurs objectifs à cet exposé. Je vais vous présenter un algorithme, mais en fait, on ne va pas du tout décrire comment il marche. Je veux vous montrer que il y a une commande dans les ordinateurs à la disposition de tous qui vous permet de deviner des formules. Donc, la commande en question, elle s'appelle LineDep. Et c'est une commande qui fait la chose suivante. Vous lui donnez en entrée des nombres réels, disons x1, xm, des réels. Et alors, elle vous trouve des entiers. Elle vous trouve A1, AM, des entiers, tels que la somme des AIXI est à peu près 0. Elle fait du mieux possible pour que A1X1 jusqu'à AMXM, ça fasse à peu près 0 à la précision de l'ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est une conséquence d'un algorithme dû à Lenstra et Lovatz en 1982, qui cherche des entiers les plus petits possibles, en un certain sens, de sorte qu'une certaine somme de nombres réels ou de nombres complexes fait à peu près 0. D'accord ? Alors, ça paraît innocent, mais en fait, je vais vous montrer que c'est très utile et ça permet, d'une certaine façon, on va retrouver des formules classiques et on va pouvoir généraliser des formules classiques, des formules que les anciens ont démontrées et ont déjà devinées et démontrées. Moi, je ne comprends pas comment ils ont fait pour tomber sur ces formules, mais nous, en quelques secondes à l'ordinateur, on va pouvoir faire aussi bien que Lair, Gauss, Ramanujan, ce genre de personnage. Donc, je vais vouloir vous illustrer ça. C'est toujours agréable d'avoir Gauss à la maison dans son ordinateur si on a des questions de maths. C'est quand même une facilité. Voilà, donc, je n'ai pas trouvé vraiment l'analogue français, mais ce que je veux, c'est vous rendre puissant. Voilà. Voilà. Donc, le prétexte de cet exposé, ça va être une discussion autour de pi. Je vais vous parler de comment les anciens ont calculé le plus de décimales possible de pi à partir de certaines formules, notamment la formule de Machin, de John Machin. Donc, il y aura une longue discussion autour de cette formule-là et de ses généralisations. Alors, d'abord, je veux mentionner le fait qu'au niveau structure, ceux qui ont fait un petit peu de structure, on est en train de regarder entre des nombres réels. Je cherche à faire une combinaison linéaire à coefficient entier, de sorte que j'obtiens le vecteur nul. Et en chassant les dénominateurs, je pourrais aussi chercher le même genre de relation sur Q. D'accord ? Je suis en train de regarder, est-ce qu'il y a une relation Q linéaire entre les x1 et xm, de sorte que je trouve le vecteur nul. Voilà, alors ça existe, il y a plein de formules qui ont cette allure-là. Par exemple, j'avais envie de donner des premiers exemples, alors on peut essayer. J'avais écrit que log de 40, c'est une combinaison linéaire de log de 5 et de log de 2, parce que 40 c'est 8 fois 5, d'accord ? Et donc ça fait 3 fois log de 2 plus log de 5. Donc là vous voyez mes trois nombres réels, log de 40, log de 2 et log de 5, et en fait, ils ont une relation linéaire à coefficient entier. Ils sont liés par une relation linéaire à coefficient entier. Okay ? Donc ça, c'est entre des nombres réels. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les nombres algébriques. Alors, les nombres algébriques, un nombre algébrique alpha, c'est un nombre tel que il existe un polynôme P à coefficient rationnel qui l'annule. Okay, donc par exemple, eh bien vous avez alpha égale racine de 2. Pour alpha égale racine de 2, le polynôme P, c'est x2 moins 2. Okay, donc ça me dit que j'ai une relation linéaire entre alpha carré et un nombre et 1 à coefficient entier. Je dis que j'ai 1, la famille 1 alpha carré est liée sur Z.
Et ça, je vais pouvoir le détecter avec cette commande lindep. Et puis, vous avez des nombres algébriques, vous en connaissez plein en fait. Ce qui est difficile, c'est presque d'obtenir des nombres qui ne sont pas algébriques. Un autre nombre algébrique que j'ai prévu de traiter en exemple, exponentielle de 2 pi sur 5. Vous êtes d'accord que c'est un nombre algébrique parce que quand je le mets à la puissance 5, je trouve 1. Donc un polynôme annulateur, il y en a plusieurs, mais un polynôme annulateur, c'est x5 moins 1. Et la famille qui est liée, cette fois, c'est 1, bêta, bêta 2, bêta 3, bêta 4 et bêta 5. Elle est liée sur z. OK ? Bon, mais alors, cela étant, il y a ce qu'on appelle la théorie des nombres algébriques, que vous n'avez peut-être pas encore vu, mais ce que je dis, c'est que quand j'ai deux nombres algébriques, alors leur produit est algébrique. Alpha, bêta est alors aussi algébrique. Ben oui, parce que, par exemple, je peux faire, je dis que ça doit être racine de x puissance 10 moins 2 puissance 5. Ça doit marcher, je pense. D'accord ? J'ai un polynôme à coefficient entier qui annule le produit alpha, bêta. Mais plus difficile, je dis que alpha plus bêta est aussi algébrique. Plus difficile, la théorie me dit que je suis sûr de pouvoir trouver un polynôme à coefficient rationnel qui s'annule en alpha plus bêta. Mais en pratique, est-ce que vous savez le trouver, ce polynôme-là ? Ben, ce n'est pas évident. D'accord ? Et pour l'ordinateur, ça va être très facile. D'accord ? Alors, je voudrais commencer par illustrer ça, illustrer ces deux exemples. Alors, voyons voir, on va faire marcher cet algorithme sur ces exemples-là, pour commencer. Alors, c'est dans les logiciels, des logiciels libres du genre... alors moi, je suis formé à Bordeaux qui a inventé le logiciel GP Paris qui fait ça. Mais le logiciel Sage a aussi cette commande en ligne. Alors, est-ce qu'il vous voit ? Aïe, aïe, aïe. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse OK d'abord, c'est ça ? Peut-être ? Non, c'est pas ça du tout. Ça a bien marché tout à l'heure. Ah, il se passe quelque chose. Quelque chose ? D'accord. Là, est-ce que je peux arriver à supprimer ce petit carré à gauche ? Il est parti tout seul. Alors là, j'ai écrit pi. Donc, je vous ai dit, je voudrais faire... Vous arrivez à lire ? Je suis tout en bas. Comment je peux faire ? Attendez voir. Je vais essayer de remonter ça. Non, j'y arrive pas. Non. Alors, je remonte. Log de 2 et log. Alors, est-ce que c'est trop petit? Non. C'est bon? Donc là, je lui demande de trouver une relation de dépendance linéaire entre log de 40, log de 2 et log de 5, et il me dit, oui, à la précision actuelle, alors je ne sais plus combien j'ai de décimales, je dois avoir 100 décimales quand j'ai calculé pi, eh bien il me dit que moins une fois log de 40, plus 3 fois log de 2, plus log de 5, ça fait 0 pour lui, à la précision actuelle. D'accord? Et puis, après, je peux lui dire que A, c'est racine de 2. Et je vais lui demander, donc il le calcule avec plein de décimales, et je lui demande, est-ce qu'il y a une relation de dépendance linéaire entre 1, A et A carré? Et normalement, il me dit que A carré moins 2, ça fait 0. Okay. Alors après, je vous ai dit, B, ou bêta, c'est exponentielle de 2 fois I fois pi sur 5. OK. Alors, oui. Donc je veux une relation de dépendance linéaire entre 1, B, B2. Tiens, je peux vous montrer quelque chose qui ne marche pas, par exemple. On peut aussi... Vous voyez, là, il fait du mieux qu'il peut.
il essaye de trouver des coefficients entiers de sorte que 1 plus B plus B2 plus B3, ça fasse 0. Bah, il trouve quelque chose, hein, c'est un ordinateur, il répond quelque chose, mais les coefficients sont géants. Ça veut dire, voilà, pour lui, c'est du mieux qu'il peut faire, en utilisant que B3. D'accord? Mais si je vais jusqu'à B4, B5, ah ben voilà, là il me dit que B5 moins 1, ça fait 0. D'accord? Alors en passant, j'aurais pu m'arrêter à B4 en vérité. Vous voyez que les racines de l'unité, vous savez que quand vous ajoutez toutes les racines cinquièmes de l'unité, eh bien on trouve 0. En fait. Donc le polynôme de plus petit degré qui annule bêta, c'est x1 plus x plus x2 plus x3 plus x4. D'accord? C'est son polynôme minimal. Voilà. Et puis maintenant, alors, oui, donc l'analogue de cette commande, c'est je demande algdep de B en degré 3. Voilà, il me retourne un polynôme affreux de degré 3 qui essaye d'annuler B. Et par contre, en degré 4, il trouve ce joli polynôme-là. D'accord? Donc ça, algdep, c'est la relation de dépendance linéaire entre les puissances successives de bêta. Et donc je vous ai dit qu'en A plus B, ah ben A plus B, vous voyez, il n'a pas envie d'être de degré 4. Le polynôme est trop laid. Donc, on va augmenter le degré en croisant les doigts. À un moment, la théorie me dit que je vais obtenir un joli polynôme. Vous voyez, ça y est, là donc. La théorie essaye de prédire quel est le polynôme de degré le plus petit possible, mais là, à l'ordinateur, c'est très efficace. On voit que ce polynôme-là, donc la phrase exacte, hein, là, c'est ce polynôme à coefficient entier s'annule en A plus B à la précision de l'ordinateur près. Ce n'est pas une démonstration, d'accord, mais ça me donne un candidat. Et après, laborieusement, je peux substituer à x les valeurs de alpha et bêta et essayer de démontrer que ça fait vraiment 0. Donc je voudrais aussi distinguer l'aide à la preuve et la preuve. Ce n'est pas une démonstration, mais ça indique un polynôme candidat. Au lieu de chercher dans la jungle de tous les polynômes, on sait qu'on peut essayer celui-ci. Voilà, donc c'est un assistant de preuve en ce sens-là que ça vous fournit les polynômes explicites en un claquement de doigts, sans avoir besoin de crayon. Voilà, donc ça c'est la théorie des nombres algébriques. Et puis maintenant, je peux vous illustrer le fait qu'il y a aussi des nombres qui ne sont pas algébriques. Donc je peux essayer de chercher des relations de dépendance linéaire entre des choses dont je ne suis pas sûr que ça soit algébrique. Par exemple, pi. Donc qu'est-ce que vous pensez de pi si j'essaye de faire une relation de dépendance linéaire entre 1 et pi? Là, vous la voyez. J'essaye d'écrire 1 entier fois 1 plus 1 entier fois pi, ça fait 0. Ben là, ce qu'il me donne, c'est il essaye d'approximer pi par un certain nombre rationnel. Il fait du mieux possible. Mais pi n'est pas rationnel, donc on sait que même si j'augmente la précision, je n'aurai jamais une réponse courte. D'accord? Est-ce que peut-être pi est algébrique de degré 2? Ben, là, vous voyez, alors on peut augmenter la précision. Il a trouvé un certain polynôme qui s'annule en 1 pi, un polynôme qui s'annule en pi de degré 2, mais ce polynôme n'est pas stable. Quand j'augmente la précision, je ne trouve pas le même polynôme. Donc c'est que, bon, apparemment, pour l'ordinateur, pi n'est pas algébrique de degré 2. Donc ça, c'est un énoncé. Le théorème de Lindemann, c'est que pi n'est pas algébrique. Donc non, pi n'est pas rationnel, on le savait depuis Lambert, je pense que c'est bien avant, mais pi n'est pas algébrique, on appelle ça un nombre transcendant. C'est une démonstration bien plus difficile, et donc ce n'est pas la peine d'espérer de trouver des relations linéaires entre les puissances de pi. D'accord. On appelle ça un nombre transcendant. Peut-être un petit sondage. Vous avez entendu parler de ce distinguo nombre algébrique, nombre transcendant? Oui, d'accord, super. OK, alors maintenant que pi... Alors il y a E aussi je peux... Oui, donc un autre nom. En fait, c'est démontrer qu'un nombre spécifique n'est pas algébrique, c'est difficile. Dans le fond, il faut essayer tous les polynômes et... voilà, donc on essaye de trouver un polynôme de degré 8 qui s'annule en E et il n'y a pas vraiment de réponse satisfaisante.
D'accord? Alors, tester l'algébricité de certains nombres, c'est une chose. Maintenant, je voudrais discuter de en quoi Paris peut aider à calculer, ou disons, à retrouver des formules des anciens pour approximer pi. Donc, c'est la question numéro 2. Donc, approximation de pi. Et en particulier, la formule de machin. Approximer pi par des nombres rationnels. Hein. Alors, oui, alors, je vais faire un peu d'histoire. J'ai trouvé ça en ligne, j'ai trouvé ça intéressant peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait un exposé autour des approximations de pi. La petite histoire, c'est que, plutôt la grande histoire, ça fait 4000 ans maintenant que les gens essayent d'approximer pi. Et ce que j'ai vu comme résumé, c'est le nombre de décimales en fonction de l'époque. Donc vous trouverez ça en ligne. Bon, je peux vous donner la source. Alors, donc les Égyptiens avaient une décimale de pi. Moins 1650 avant Jésus-Christ. Pi, c'était... On trouve un papyrus, bien sûr, c'est les Égyptiens, c'est 0,5. Donc il y avait une décimale. Archimède. Alors, je ne sais pas ces dates, Archimède. Archimède, il y avait 4 décimales. Donc il avait 4 décimales de juste. Et puis après, on avait Lambert qui devait avoir une dizaine de décimales. Et puis arrive notre John Machin, qui fait faire un bond parce qu'il trouve 100 décimales. Alors ça, c'est 1706. Et c'est basé sur la formule suivante. Ce qu'on appelle la formule de Machin, c'est pi sur 4 égale 4 arctangentes de 1/5 moins arctangente de 1 sur 239. Vous connaissiez ça? Je ne connaissais pas. Et ça m'a scié. Ouais, c'est en préparant l'exposé que je suis tombé là-dessus. Et alors, quels sont les avantages de cette formule? Alors, peut-être une formule qui ressemble, due à Euler. Pi sur 4, c'est arctangente de 1/2 plus arctangente de 1/3. Elle ressemble. Hein. Et ben, je prétends que celle-là, elle est moins bien que celle-là pour calculer les décimales de pi. Est-ce que vous voyez pourquoi? Et pourtant, Euler, c'est pas un rigolo. Hein. Il y a un progrès dans la formule de Machin. En fait, Machin, il connaissait la formule d'Euler, parce que Euler, ça arrive après Machin. Comment on va en déduire une approximation? L'utilité de cette formule, c'est qu'on en déduit une approximation de pi en utilisant le développement en série de arctangente quand x est petit. Donc, je vous rappelle que le développement de arctangente quand x est petit, eh bien, c'est la somme de n égale à 0 jusqu'à grand N de moins 1 puissance n x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Okay, quand x petit. Okay, plus un reste. Et quelle est la taille du reste? C'est une série alternée. Et donc vous avez le critère des séries alternées qui vous dit essentiellement que Rn est plus petit que
bah, le module du terme, le module du dernier terme. Et donc la morale, c'est que plus x est petit, mieux c'est, meilleure est l'approximation. D'accord? Donc, si j'approxime, je vais tronquer, d'accord? Je tronque. Je vais faire x égale 1 sur h, h le plus grand possible, et je vais tronquer, ça va me donner un nombre rationnel, et ça va être mon approximation rationnelle de chacun des termes, d'accord? Et là, parmi ces deux termes, bah, celui-là, en tronquant, va être bien plus précis que celui-là. Donc, la qualité de la formule de machin, c'est que 5 est plus grand que 2. D'accord? Il a besoin de moins de termes pour approximer pi. D'accord? À chaque itération, quand il passe de n à n plus 1, bah, il gagne un facteur module de x à la puissance 2. D'accord? Il gagne un facteur 1 sur 25 en précision. Alors que si j'utilisais la formule de l'air, je gagne seulement un facteur 1,5 au carré. D'accord? Voilà, alors, j'illustrerai comment on retrouve la formule de machin avec l'algorithme LineDep, parce que vous voyez que, en fait, je suis en train de chercher une relation de dépendance linéaire entre pi, arctangente de 1/5 et arctangente de 1 sur 239. Alors, la question, c'est un peu comment on trouve le 1/5 et comment on trouve le 5 et le 239. Donc ça, je vais vous montrer que l'ordinateur trouve ça très facilement. Alors, pour trouver les 100 décimales, en fait, il suffit de choisir n égale 70. Donc quand même, ça veut dire que machin a dû calculer 70 termes de cette série et ajouter un à un les 70 termes et pas faire de faute. Okay. C'est déjà un exploit en soi. Et l'histoire va plus loin. J'ai trouvé cette histoire hilarante. Il y a alors, c'est quoi les dates? Pas que je me trompe. Il y a un monsieur Shanks qui a voulu battre le record du monde du nombre de décimales de pi. Alors, Shanks, ses dates, c'est 1812, 1882. Il annonce 707 décimales de pi. Ça ne sert à rien. On est d'accord que de trouver ce nombre de décimales de pi, ça n'a aucun sens. Pour mesurer la taille de l'univers avec la précision d'une molécule, il suffirait de 100 décimales. Lui, il a décidé qu'il a affiché 707 décimales. Ça lui a pris 20 ans pour faire ce calcul-là. Basé sur cette formule-là. D'accord? La formule de machin. Et en vérité, on s'est rendu compte en 1944, c'est M. Ferguson qui avait c'est faux en fait, les formules sont fausses parce que le calcul, il faut faire enfin, il a eu besoin de plus de 300 termes et en fait, il y a seulement 500 décimales, c'est déjà formidable, hein, il y a seulement 512 décimales de correctes. Les 512 premières sont correctes. En fait, il a passé 10 ans sans faire de faute. Et puis, au bout de 10 ans, le mois suivant, il a fait 4 fautes différentes. Il a fatigué, quoi. Voilà. Il a fatigué. Et une fois que vous avez fait une faute, les 10 ans d'après sont complètement ruinés, en fait, parce que c'est des fautes qui ne se rattrapent pas, quoi. Ouais. Donc, c'est assez affreux, cette histoire. Et donc, il est aussi parti un peu droit dans le mur, parce qu'il est parti que avec la formule de machin, alors que d'autres personnes ont aussi essayé ça, mais ils avaient une deuxième formule pour comparer, pour qui les préserve de faire cette faute-là. Donc si vous décidez de mener ce genre de calcul, il faut avoir une deuxième formule pour vous assurer que la formule les décimales que vous affichez sont bonnes. En particulier, il y avait une formule qui était à sa disposition, et je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas utilisée, c'est une formule de Gauss. Alors, donc Gauss, cette formule existait déjà. La formule de Gauss, elle va être meilleure que celle de machin, parce que c'est Gauss. Et c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, pourquoi 2 termes? On n'est pas forcé de se limiter à 2 termes. Gauss, il va écrire une formule à 3 termes. Donc Gauss, il nous dit que pi sur 4, c'est 12 arctangente
de 1 sur 18 plus, ça fait 8 fois arc tangente 1 sur 57 moins 20 fois arc tangente 1 sur 239. Le fameux 239, on ne sait pas pourquoi il apparaît. Voilà. Et donc, l'intérêt de cette formule-là, c'est que pour avoir 100 décimales, Gauss, il a besoin que de 40 termes. Et donc, bon, je pense que si Shanks avait utilisé cette formule-là, déjà, ça lui aurait permis de contrôler, et puis il avait besoin de moins travailler. Et donc, on va essayer aussi de faire apparaître cette formule-là dans l'ordinateur. Elle est de meilleure qualité, vous comprenez pourquoi elle est de meilleure qualité? C'est à cause du 18 qui fait qu'on a besoin de bien moins de termes que le 5. D'accord? Alors, essayons à l'ordinateur de récupérer ces formules-là. Ben, la technique, ça va être quoi? Pour faire détecter ces relations de dépendance linéaire, je vais fixer des dénominateurs arbitraires. D'accord? Au lieu de 5, je vais mettre H. Je vais baptiser H. Lui, je vais le baptiser K. Et puis, je vais faire varier H et K dans une boîte de taille 250. Je vais faire écrire toutes les formules de dépendance linéaire entre pi, arc tangente 1 sur H, arc tangente 1 sur K, dans une boîte. Et puis, l'ordinateur va me dire, celles qui ont des petits coefficients, je les garde. D'accord? Et donc, forcément, celle de machin va apparaître, et celle de Gauss. Et puis, peut-être il y en aura d'autres qui seront meilleures, de meilleure qualité. Enfin, on va voir si elles sont optimales. D'une certaine façon. Alors. Ok, alors mes relations, voilà. Donc j'ai fixé une taille de boîte et je fais calculer les relations à 2 et 3 termes. Ah, pardon, à 2 termes d'abord. Donc cette relation, ça me dit pi sur 4, c'est une fois arc tangente de 1/2 plus une fois de arc tangente 1/3. Donc ça, c'est la relation d'Euler. On voit apparaître Euler. Là, j'ai du 1/2, 1/7. Bon, c'est la même qualité, parce que j'ai ce facteur 2. 1/3, 1/7. Et puis celle-là, la dernière, c'est celle de machin. D'accord? Vous la voyez, ça c'est moins pi sur 4, c'est 4 fois arc tangente 1/5, moins arc tangente de 1 sur 239. Donc dans la boîte que j'avais fixée, elles apparaissent toutes. Et en fait, on peut démontrer, ça c'est un théorème, que des relations à 2 termes, il n'y a que celle-là en vérité. Ou il y en a très peu en tout cas. Il n'y en a qu'un nombre fini et c'est essentiellement celle-là. D'accord. Ça va? Vous n'avez pas de questions? C'est bon? Alors, relation à 3 termes, donc je regarde juste celles qui sont de meilleure qualité que celles de machin. Et vous allez voir que Gauss, il est quand même, ça reste Gauss. Donc celles-là, c'est celles qui sont de qualité 7 à 3 termes. D'accord? Qualité 7, c'est pas tellement meilleur, enfin 7 c'est un peu meilleur que 5, mais pas non plus, voilà. Qualité 8, relation à 3 termes de qualité 8. Le 57 239, ça mouline un peu. Alors là, il y a l'air d'y en avoir une infinité de relations, hein, mais je demande à l'ordinateur de chercher seulement dans une boîte pas trop grande. Alors, qualité 8, il cherche. C'est marrant, ce matin, il fatigue ce soir, cet après-midi. Bon, bah, je vais le laisser. Ah! Elle était un peu plus loin, vous voyez? Gauss, alors, je sais pas, Gauss n'avait pas d'ordinateur, hein, mais qualité 7, 8, c'est pas super. Et là, d'un seul coup, il y a un saut en qualité, et c'est celle de Gauss. Vous voyez, d'un seul coup, le arc tangente 1 sur 18, 1 sur 57 et 1 sur 239,
c'est celle de Gauss. Donc, bon, comment il est tombé là-dessus, je ne sais pas, mais je veux vous faire remarquer qu'on tient la relation. Ça, c'est difficile de deviner la relation. Ce que je veux maintenant expliquer, c'est que la démonstration, une fois qu'on a la relation, la démonstration est facile par contre. Comment on va démontrer ce genre de relation? Donc, on va discuter de la preuve. Alors, je vais me mettre là. Tiens, je vais démontrer celle-là. Les autres sont du même style. Si vous devez démontrer ça, comment vous faites? Je prends tangente des deux côtés. D'accord? Donc ici, je dois montrer que 1, c'est tangente d'un certain A plus B. Oui. Comme ils sont petits, c'est ça qu'il faut démontrer. Mais tangente de A plus B, il y a une relation. Tangente de A plus B, c'est 1, c'est tangente A plus tangente B. Sur 1 moins tangente A tangente B. D'accord? La relation d'addition de tangentes. Et du coup, alors ça c'est un point d'interrogation, mais tangente A plus B c'est ça, et que vaut tangente A? Ça vaut 1/2. Donc c'est 1/2 plus 1/3 sur 1 moins 1/6. D'accord? Et donc, quand on calcule, ça fait bien 5/6 sur 5/6, ça fait bien 1, et on a démontré la relation d'Euler. D'accord? Donc, la difficulté dans ces énoncés de formules, c'est de trouver la formule. Une fois qu'on a la formule, la démonstration, elle est très facile. Et donc, même genre de démonstration pour la formule de machin, modulo le fait que il y a besoin d'une petite remarque. Dans la formule de machin, on doit calculer quelque chose comme tangente de 4A plus B. D'accord? À cause des coefficients. Et donc, ici, je voulais vous faire observer qu'il y a une relation entre tangente de 4A et tangente A, et une relation rationnelle. Pour toute A, vous avez une relation comme ceci. Et ça, ce genre de relation, en fait, pour n'importe quelle L, en fait, pour n'importe quelle L, vous avez des polynômes qui dépendent de L, tels que tangente de LA, ça soit un certain polynôme, une fraction rationnelle en tangente A. Et je vais peut-être pas l'illustrer, mais c'est aussi une question de relation de dépendance linéaire, ça, cette phrase-là. Parce que ça, je fais calculer à grande précision ce tangente LA pour un A générique. Et alors, je suis en train de demander si j'ai une relation de dépendance linéaire entre Z tangente A, je vais appeler T, c'est tangente A. D'accord? ZT2. Trouver une fraction rationnelle, c'est pareil que trouver une fraction rationnelle à coefficient entier, pardon, c'est pareil que trouver une relation de dépendance linéaire entre les puissances de T et les puissances et les Z fois les puissances de T. D'accord? Et vous allez pouvoir deviner la valeur de PL et de QL à partir des illustrations numériques. Donc, on lance ce genre de commande pour L égale 4, 5, et on devine en fait que PL, c'est la partie réelle de PL de T, c'est la partie réelle de 1 plus IT puissance L, tandis que QL de T, c'est la partie imaginaire de 1 plus IT puissance L. Je voulais mentionner le fait que des fois, avoir une liste d'exemples numériques, ça peut guider à la preuve aussi. Puisqu'on a une formule, on devine, vu la forme des coefficients, on voit qu'on a des coefficients du binôme et ça peut aider à la démonstration.
Donc ça peut aussi être vu comme un assistant de démonstration, ce genre d'algorithme. Voilà, alors je voulais conclure l'exposé en discutant de valeurs de fonction zeta. D'accord. Donc vous connaissez la fonction de zeta de Riemann ou c'est que vous êtes plus avancé que ce que je pensais. En tout cas, je vais rappeler ce que ça veut dire. Ah ben, puisque l'air est là, on va pouvoir discuter de ça. Donc, maintenant, on a une bonne approximation de pi. On garde ça en tête. Et Euler, le problème de Bâle, qu'il a résolu, c'était de trouver la valeur de 1 plus 1 demi au carré, plus 1 tiers au carré, etc. Cette série-là, la somme des 1 sur n au carré, il fallait trouver une formule pour ça. Une formule close. Et ça, si on devine, en tout cas si on a une intuition de quelle va être la réponse, on calcule une bonne approximation de zeta de 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cause de l'exposant, là. C'est zeta de 2. Et la somme des 1 sur n puissance k, c'est ce qu'on appelle zeta de k. Pour k supérieur ou égal à 2, c'est ce genre de valeur qu'on voudrait calculer. Alors numériquement, eh bien, on peut faire zeta de 2, on a calculé une certaine approximation numérique. D'accord. Et puis je vais voir est-ce que c'est un nombre rationnel. Bon, je sais déjà que ça n'est pas le cas, et donc il faut aller chercher les puissances de pi. D'accord. Alors donc là, on voit ici que zeta de 2, moins 6 fois zeta de 2, c'est pi carré, donc autrement dit, zeta de 2, c'est pi carré sur 6. OK. Et puis on peut jouer le même jeu avec zeta de 4. Ah, zeta de 4, vous voyez que ça ne suffit pas d'aller jusqu'à pi carré, il y a besoin des puissances suivantes. Zeta de 4, c'est 1 sur 90. C'est positif, c'est 1 sur 90. Et on peut jouer ce jeu-là. Et ça permet de calculer, enfin, en tout cas, de deviner. Et ensuite, la démonstration, c'est une autre paire de manches. Mais on constate que zeta de k est égal à un rationnel près à la puissance pi puissance k. OK? Mes questions. On n'a parlé que des entiers pairs, c'est ça? J'ai écrit pair, oui. Alors, entier impair, qu'est-ce qu'on sait? Peut-être que vous êtes déjà au courant, alors, puisque vous avez l'air complètement avancé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de zeta de 3? Eh bien, a priori, le résultat, le meilleur qu'on connaît sur zeta de 3, ce n'est pas du tout la valeur, c'est le fait que ça n'est pas un nombre rationnel. Voilà, c'est ça le théorème. Le meilleur théorème qu'on a à l'heure actuelle, c'est ça. Et donc, on va l'illustrer. Je vais l'illustrer avec l'ordinateur. Donc, voilà l'illustration du théorème d'Apéry. Je prends zeta de 3 et je demande est-ce qu'il y a une approximation rationnelle, quitte à augmenter la précision. Voilà. Bon, ça, c'est le théorème. Mais reconnaissez que l'énoncé est un peu bizarre, non? Enfin, zeta de 2 non plus, il n'est pas rationnel. Moi, il me semble que la bonne question, ou en tout cas la question naturelle, c'est est-ce que zeta de 3 ne serait pas proportionnel à pi puissance 3? Ouais. Bon, alors ça, il faut demander à l'ordinateur. Et ça, il n'y a pas de théorème. Donc ça se pourrait qu'on tombe sur quelque chose d'intéressant. Bon, alors pas terrible. Oui, c'est pas proportionnel à pi puissance 3. Mais c'est là où je veux vous mettre au travail. Il n'y a rien qui vous empêche de faire une conjecture que zeta de 3, c'est peut-être, je ne sais pas moi, log de 2 plus exponentielle de 1 fois 12 moins pi. Je veux dire, c'est une conjecture, et si vous arrivez avec même une identité numérique
tiré de line-dep pour laquelle ça a l'air d'être une évidence vraie, ça va choquer le monde. Je pense que voilà, j'ai envie de... Un appel à candidature. Si vous avez des idées sur ce que ça devrait être log de 3, ben, moi je mets des trucs, il ne se passe jamais rien, mais vous êtes jeune, peut-être que le jour où vous faites ça et vous avez une réponse avec des petits coefficients, eh bien appelez-moi, parce que ça veut dire qu'après il faut attaquer la démonstration, mais voilà. Donc moi j'ai essayé des trucs comme ça, il ne se passe jamais rien. Mais... En tout cas, on a envie de mettre pi au cube. Voilà, ça coûte pas cher pour l'ordinateur. Si on rajoute pi au cube, ça fait quand même plaisir. Voilà. Voilà, alors je voulais, dans les 5 minutes qui restent, je voulais conclure avec, peut-être plus proche de mon thème de recherche, c'est... Hop, ah, j'ai tout cassé. Je voulais conclure sur les nombres algébriques. La construction systématique de nombres algébriques. Alors, qu'est-ce que vous avez comme moyen pour construire systématiquement des nombres algébriques? Bah, vous partez d'un nombre algébrique, puis vous prenez des racines carrées, ou vous faites des produits, des sommes. Mais en fait, un moyen plus élégant et plus riche, c'est à partir d'une fonction, des fonctions transcendantes, disons. Je pars d'une fonction bien régulière, du genre, ben, vous avez vu que quand je fais x associe exponentielle de 2i(x), ben ça c'est toujours algébrique. Et ça c'est quand même un... Ça paraît rien, mais c'est en fait très profond. Vous le savez ça? Oui, c'est les racines de l'unité. Et à partir de ça, bah, je peux faire aussi cosinus de 2πx, ou bien je peux faire... Pourquoi j'ai mis 2, je ne sais pas trop d'ailleurs. Ouais. Vous voyez, vous avez cette famille de fonctions-là qui fabriquent des nombres algébriques. Mais est-ce que, à part ce genre de fonctions, est-ce que vous en connaissez d'autres? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Kronecker-Weber. C'est comment engendrer des nombres algébriques à partir de nombres rationnels. Mais ces nombres algébriques, ils sont toujours, d'une certaine façon, coincés dans un corps. C'est toujours une combinaison linéaire de E2ip sur n, pour un certain n fixé. Mais il y a d'autres fonctions, des fonctions plus sophistiquées qu'on appelle les fonctions elliptiques. Donc ici, j'ai envie de dire les fonctions sont impériodiques. D'accord ? Vous voyez que vous avez de la périodicité. Les fonctions plus générales, c'est les fonctions elliptiques qui, elles, ont un réseau de périodes plus grand. Et par exemple, typiquement, il y a une fonction qu'on appelle la fonction P de Weierstrass, donc P de Z. C'est la somme des 1 sur Z2 moins 1 sur oméga carré, où oméga est dans mon réseau lambda. Et alors cette fonction-là, d'une certaine façon, elle joue le rôle de la fonction exponentielle, mais où je vais remplacer le corps Q par un corps quadratique imaginaire. Donc, ce réseau lambda va jouer le rôle de Z pour un corps qu'on appelle quadratique imaginaire. Donc, par exemple, les éléments de la forme A plus IB, où A et B sont des nombres rationnels, eh bien, ça va jouer le rôle de Q. Et la fonction qui va jouer le rôle de exponentielle, c'est une fonction qui est périodique pour le réseau lambda. Et donc, numériquement, on peut aussi observer qu'en évaluant ce genre de fonction en des éléments du corps de base, on obtient encore des nombres algébriques. Et on sait quel genre de polynôme on obtient, qui sont l'analogue de ce qu'on a vu, là, le polynôme cyclotomique tout à l'heure,
1 plus x plus x2 jusqu'à x4, c'est un polynôme cyclotomique. Il y a des polynômes qui sont analogues, et étudier leurs coefficients, étudier leur réduction modulo p, tout ça, c'est l'objet de l'arithmétique et de ce genre de questions qu'on appelle le 12e problème de Hilbert. Le 12e problème de Hilbert, c'est de trouver des généralisations pour d'autres corps de nombres de la fonction exponentielle et des fonctions elliptiques. Voilà. Si vous voulez discuter de ça avec moi, je serais très heureux d'en discuter avec vous. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.